Ces images ont indigné le monde entier. Le 27 février dernier, des membres de l'État islamique saccagent à coups de masse les statues du musée de Mossoul en Irak. Des actes de barbarie censés effacer toute représentation de divinité. À l'extérieur, les taureaux et les joyaux des civilisations antiques sont détruits au marteau-piqueur. Mais derrière ces images de propagande se cache en réalité un gigantesque trafic. Car loin de tout détruire, l'État islamique revend le plus souvent les antiquités pillées. Les services secrets américains estiment que ce trafic représente la deuxième source de revenus de l'État islamique. Des centaines de millions d'euros. Aux frontières syriennes de ce territoire occupé par l'État islamique, dans le nord du Liban, le village chrétien de Ras Baalbek. Au loin, ces montagnes sont un repère de djihadistes. Ce qui inquiète de plus en plus Elian Nasrallah, le prêtre du village. À 10 km le maximum, vous trouvez là-bas où se trouve les terroristes de Daesh et de Nusra. Ils ont arrivé peut-être à 3 km ici, chez nous. Les terroristes menacent régulièrement ce village. Pourtant, aujourd'hui, le prêtre est dans l'obligation de traiter avec eux. Avec le soutien financier d'un riche industriel libanais et ses paroissiens, il a décidé de racheter à l'État islamique tout ce que les terroristes ont pillé dans les églises en Syrie. Des cloches, grandes cloches. Elles viennent d'où ces cloches? Saint-Ta'la, l'église de Saint-Ta'la de Maloula. Maloula est un village chrétien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, situé en Syrie à quelques kilomètres de la frontière libanaise. Il a été occupé pendant des mois par l'État islamique avant d'être repris par l'armée syrienne. Tout comme le musée de Mossoul, avant de partir, les terroristes de l'État islamique ont entièrement saccagé et pillé les églises. Sur les rares icônes restantes, les visages sont effacés. Des milliers de reliques volées sont vendues ensuite au marché noir de l'autre côté de la frontière au Liban. C'est comme ça que le curé de Ras Baalbek a pu racheter aux terroristes ces dizaines de croix. Ces livres bibliques anciens. 1852. Ou encore ce baptistère. C'est le bocal de baptême. Si vous ne les aviez pas achetés, ce serait parti où? À mon avis, en Europe, premièrement, parce que les Européens aiment avoir des articles de l'Orient. En tout, la paroisse a déjà dépensé près de 100 000 $, notamment pour acheter une impressionnante statue du Christ. Voilà, c'est le statue original de Jésus qui se trouve déjà trouvé à Maloula. Mais la statue, le prêtre l'a récupérée en morceaux. Les deux grands morceaux, mais on n'a pas la tête ici chez nous. Ils ont coupé la tête. La tête du Christ, elle, n'a jamais été retrouvée. Ça vous désole? On désole, oui. C'est un crime catastrophique. Les objets rachetés par ce prêtre et ses paroissiens à l'État islamique seront rendus aux églises de Maloula une fois la paix revenue en Syrie. Mais d'autres profitent du chaos pour enrichir leur collection privée. Car la Syrie est un joyau archéologique. Les fouilles menées depuis des décennies ont permis de mettre au jour plus de 6000 sites antiques, dont 6 sont classés aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme Palmyre, dont la Bible attribue sa construction au roi Salomon. Le Krach des Chevaliers, considéré comme la plus belle forteresse au monde, construite par les croisés il y a plus de 1000 ans. Ou encore la vieille ville d'Alep, l'une des plus anciennes cités connues, habitée déjà à 2000 ans avant Jésus-Christ. Nous avons décidé d'infiltrer ces réseaux internationaux de trafic d'antiquités. Cette enquête nous a menés de la Syrie à la Turquie,
en passant par le Liban et jusqu'aux Pays-Bas. Pour mesurer l'ampleur de ce trafic, il faut nous rendre en Turquie. Le pays partage plus de 800 km de frontières avec la Syrie. C'est aussi un important partenaire commercial pour les pays européens. Les conditions idéales pour y établir l'une des plus grosses plaques tournantes du commerce illégal d'antiquités au monde. À Istanbul, un intermédiaire a accepté de nous expliquer cette filière. Nous le rencontrons à la terrasse d'un café. Nous l'appellerons Bora. Bonjour, enchanté. Bonjour. Ce jeune Syrien de 26 ans a fui son pays au début de la guerre. Aujourd'hui, il gagne de l'argent en faisant de la contrebande d'objets archéologiques. Sur son téléphone portable, des photos de ses dernières ventes, comme ce collier en or qui viendrait d'un site antique près de la ville de Homs, ou encore cette statuette d'époque gréco-romaine. Cette statue a 3000 ans. Des objets volés pour de riches collectionneurs européens. Quand je reçois des objets, j'appelle mon agent en Europe. Je lui envoie une photo, je lui explique l'origine de la pièce, et si ça l'intéresse, il vient ici. Son agent réside en Allemagne. Il fait partie de l'importante communauté turque allemande. Il exporte sa marchandise grâce à ses nombreux contacts. Pouvez-vous m'expliquer comment il envoie sa marchandise? Par avion, par bateau? Par bateau, oui. C'est plus facile. Il a des relations sur le bateau. Il connaît le capitaine ou d'autres membres d'équipage. Pour lui, c'est facile. Sur chaque transaction, Bora prend environ 10%. J'ai un prix, il a l'argent. Pour voir ces objets de contrebande, autrement qu'en photo, il nous faut insister. Après plusieurs heures de discussion, il consent à nous emmener voir l'un de ses fournisseurs. Le rendez-vous est fixé dans la ville côtière de Mersin, située à l'est de la Turquie. Ce port est un haut lieu de trafic, notamment de clandestins en partance pour l'Europe. Dans la voiture, Bora nous demande de prendre toutes nos précautions. Il ne faut pas que ses fournisseurs sachent que nous sommes journalistes. Quel est le plan? Peut-on filmer? Non, bien sûr que l'on ne peut pas. On va y aller en tant que client. Vous serez en quelque sorte un négociant français. C'est une question de sécurité. C'est donc en caméra cachée que nous filmerons cette rencontre. Les trois trafiquants nous emmènent dans un appartement. Les hommes nous expliquent qu'ils sont syriens et viennent de la ville d'Alep. Tous les objets viennent d'Alep? D'Alep, de Deir Zor, oui, d'un peu partout. On achète aussi à d'autres pilleurs. Il y a des maisons arabes traditionnelles en train d'être fouillées. Aux alentours de la citadelle aussi, nous faisons des fouilles. Une partie de ces zones sont contrôlées par l'État islamique. Ces hommes commercent forcément avec les terroristes. L'un d'entre eux arrive alors avec un paquet de cigarettes à la main. Deux objets sont dissimulés à l'intérieur. Il déballe d'abord un médaillon. C'est de l'or. Le médaillon est serti d'or. Et selon lui, la tête en marbre serait à l'effigie d'une reine de Palmyre, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur la pierre, là, il semble que ce soit la reine Zénobie. Ça coûte 15 000 $. Il nous autorise à prendre des photos des différents objets qu'il nous présente. Comme ce bol, qui daterait de 3000 avant Jésus-Christ, cette figurine représentant un animal, ou encore ces flacons retrouvés dans des tombes. Pour mettre fin à la rencontre, nous prétextons un délai de réflexion. De retour à Istanbul, alors que jusqu'ici Bora nous avait assuré ne plus avoir de marchandises en sa possession, il tient à nous montrer quelque chose. Vas-y, tu peux l'ouvrir.
Et ça vient d'où? D'Ougarit. C'est où? C'est en Syrie. Cette pièce a environ 2400 ans. Cette pièce a une grande valeur archéologique. Nous l'avons d'ailleurs retrouvée sur la liste rouge des biens culturels syriens en péril, émise par le Conseil international des musées. On peut en voir un exemple, ici. Exactement le même type de figurine que celle de notre intermédiaire. Dans l'espoir de trouver de telles pièces de valeur, l'État islamique ravage les 2000 sites antiques qu'il a sous sa coupe. Comme le montre cette vidéo du site d'Apamé, l'un des plus pillés en Syrie. Des trous partout. L'étendue des dégâts est encore plus impressionnante vue du ciel. Sur cette photo satellite, le site d'Apamé avant le début de la guerre civile et des fouilles clandestines en 2011. Voici à quoi ressemble ce même site aujourd'hui. Ces points noirs, ce sont les milliers de fosses creusées par les fouilleurs clandestins. Un paysage de dévastation. Sur le terrain, ces images sont filmées par des Syriens qui prennent tous les risques pour protéger leur patrimoine et documenter au mieux ces ravages archéologiques. Un groupe de civils, piloté depuis la France par Cheikh Moussali. Cet archéologue syrien, opposé au régime, est exilé à Strasbourg. Il travaille à l'université. Par visioconférence, Allô? Comment tu vas? Ça va bien? il parvient à joindre l'un de ses gardiens du patrimoine à Alep, qui va lui annoncer de mauvaises nouvelles. Quelle est la situation sur les sites archéologiques? La situation est de pire en pire. Les fouilles augmentent. À Talmardik, il y avait un gars avec moi dans la voiture. Il m'a dit « Regarde, avant, ils utilisaient des pioches. Maintenant, c'est au bulldozer qu'ils fouillent. » Les pilleurs utilisent désormais des engins de chantier pour déterrer un maximum d'objets, au risque de détruire complètement le site. Ils creusent à la sauvage, donc un trou là, et en même temps aussi tout ce qui est alentour. C'est très important pour savoir la nature de la structure architecturale, si c'est une maison, un temple, un palais, une tombe, etc. Donc en fait, tout ça, c'est très important. Oui. Tout ça, c'est perdu là pour vous? Bien sûr, pour toujours. Pour tenter de stopper ce carnage, en février dernier, l'ONU a adopté une résolution interdisant le commerce d'antiquités irakiennes et syriennes, l'assimilant à du financement de terrorisme. Pourtant, aujourd'hui encore, il est tout à fait possible d'acheter en Europe des objets pillés en Syrie. Un contact nous envoie aux Pays-Bas. Un antiquaire serait peu regardant sur la provenance de sa marchandise. En caméra cachée, nous entrons dans sa boutique, nous faisant passer pour des collectionneurs. Bonjour, je peux vous renseigner? Oui, vous avez des objets du Moyen-Orient? Non, j'en ai pas. L'homme dit ne rien avoir en provenance de cette région. Pourtant, dans une vitrine, un petit objet attire notre attention. C'est un seau cylindrique. C'est un vrai ou une reproduction? Non, non. Un vrai? Si ce genre de petite pierre cylindrique a attiré notre attention, c'est qu'elle figure, elle aussi, sur la liste rouge des biens culturels syriens en péril. Dans l'Antiquité, les sceaux cylindriques servaient aux rois pour authentifier leur correspondance. Vous l'avez acheté à un collectionneur? Oui, ça vient d'une ancienne collection. Le vendeur affirme l'avoir acheté en toute légalité. Pourtant, il ne dispose d'aucun document censé accompagner l'objet. Non, il n'y a pas de papier avec. Il n'y a pas de papier. Non, bon, mais je peux toujours vous faire des papiers, vous savez. La provenance semble douteuse. Nous ne voulons laisser aucun doute quant à l'authenticité de cet objet. Nous retournons donc à Strasbourg pour recueillir l'avis d'experts de Cheikh Moussali, l'archéologue syrien. Bonjour. Nous lui montrons la photo de la pièce cylindrique repérée aux Pays-Bas. On va vous montrer une petite photo. C'est un sceau de 2e millénaire avant notre ère. Ici, on voit le personnage et les franges de ses habits avec le mouvement. C'est authentique. Parce que ce style est bien connu chez nous. Est-ce que c'est
une pièce archéologique qui a pu être fouillée clandestinement? C'est fort possible parce que normalement, les sceaux qui se trouvent dans les musées, ils ont des numéros. Et ces numéros sont même notés quelque part, on peut dire. Donc certainement, ça vient des fouilles clandestines. Est-ce que c'est légal de vendre ce type d'objet archéologique chez un antiquaire aujourd'hui? Non. En fermant ainsi les yeux sur la provenance douteuse de ces antiquités syriennes, certains collectionneurs financent en réalité le terrorisme au Moyen-Orient.